Mon bénévolat est important parce qu'elle fait partie de ma vie et je ne conçois pas de vivre ma vie sans faire mon bénévolat. C'est toute la richesse de la Croix-Rouge et ce pourquoi je viens et pourquoi je m'investis autant, c'est la relation que l'on a avec l'humain, la relation que l'on a avec les gens, le retour que l'on a avec les gens. C'est quelque chose qui est au fond de moi. J'ai besoin d'aider, j'ai besoin de participer quand les gens vont mal, quand il y a quelque chose qui va mal. J'ai besoin d'être présente quoi, et de participer. C'est important pour moi parce que c'est une expérience humaine et de voir des gens en détresse, de les aider à travers des mots, des soins, des gestes. Le matin, j'enfile mon uniforme et je sais que je vais apprendre. Je sais pas comment, je sais pas quoi, mais je sais que je vais grandir. Le fait de pouvoir aider, échanger avec les gens et juste des fois de leur apporter un sourire, c'est quelque chose qui, moi, me rend vraiment heureuse. Ce qui me donne envie de faire ça, c'est vraiment la dimension humaine, la dimension relationnelle, d'accompagner aussi les équipes qui s'occupent de ceux qui prennent soin des autres. Venir en aide et donner du sens aux actions que je mène tous les jours. Et dès que je mets la tenue Croix-Rouge, je sais que là, je suis en mission. Pour moi, c'est assister les personnes et apporter une aide. Peu importe l'aide, que ce soit psychologique ou autre. C'est vraiment important pour moi d'être engagée pour aider dans la société car je suis depuis toujours intéressée à être efficace à l'échelle sociale. C'est tout simplement la richesse de la journée que je vais avoir en lien avec les rencontres, en lien avec les moments de partage, en lien aussi avec le fait que l'enfant que l'on accompagne permet aussi parfois d'avoir des moments privilégiés encore d'insouciance. Me fait lever le matin à la Croix-Rouge, probablement le hasard des rencontres, la richesse des découvertes, et puis cette capacité que l'on a à la Croix-Rouge de transmettre cette parcelle d'humanité. Je voulais vous remercier les uns et les autres parce qu'à chaque fois que je vois cette vidéo, ça me met un baume au cœur incroyable, une énergie incroyable. Merci de partager ce qui vous fait vous lever le matin, vous les volontaires, salariés, collaborateurs et bénévoles de la Croix-Rouge. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Rossignol. Alors, je suis un ancien bénévole Croix-Rouge. J'ai mal tourné, hein. Je suis devenu journaliste. Désolé, personne n'est parfait. Et comme n'importe quel journaliste, je vous le dis à chaque fois, moi je connais rien. Donc je suis venu apprendre. Et apprendre notamment parce qu'on est en train de parler à chaque émission ensemble du projet associatif et du sujet phare dans ce projet associatif, c'est la résilience. Et on creuse ensemble au fur et à mesure ce sujet, voir ce que comporte finalement cette définition de résilience. Aujourd'hui, vous allez le voir et l'entendre, il y a quelque chose d'essentiel, une notion importante, c'est le lien que l'on peut avoir les uns avec les autres et puis avec tous vos bénéficiaires. Et donc on a 1 heure ensemble dans cette émission pour montrer que meilleure est la relation, plus forte et la résilience. C'est le titre de notre rendez-vous, c'est à nous. Et merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, comme on a mis un journaliste qui ne connaît rien, on s'est dit on va prendre des gens qui s'y connaissent. Et vous avez des invités de dingue. Hein. Vous restez avec nous, vous allez les kiffer, on peut se le dire comme ça. J'ai Françoise avec moi qui est la volontaire historique, elle va nous raconter. Salut Françoise, on va se présenter dans un instant. Monsieur, vous êtes trompé peut-être? Vous êtes Philippe Croison, qu'est-ce que vous faites? On me dit que vous êtes... J'ai vu de la lumière. Il a vu de la lumière, il est venu. Parce que Philippe, il est aventurier, il est athlète, c'est le bonhomme le plus optimiste du monde, le plus blagueur aussi. Bonjour Philippe Croison. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des volontaires de la Croix-Rouge parce que il faut que je fasse une confidence. Dans toutes les entreprises, on s'arrache Philippe Croison pour des conférences. Ce mec est une source incroyable d'optimisme, mais aussi d'enseignement très très riche. Et quand je dis ce mec, c'est affectueux, évidemment, parce qu'on a la chance de se croiser très régulièrement avec Philippe. Mais c'est un bonheur et un honneur de l'avoir à nos côtés. Juste Philippe, pourquoi avoir accepté d'ailleurs l'invitation de la Croix-Rouge? Vous connaissez un peu la Croix-Rouge? Vous êtes déjà croisés les uns et les autres?
Oui, qui ne connaît pas la Croix-Rouge? Honnêtement, tout le monde connaît la Croix-Rouge. Et non, je pense que c'est mon parcours de vie qui fait que j'aime la Croix-Rouge. Donc, mais ça, je pense qu'on va en parler pendant l'émission. Donc, à partir du moment où j'ai eu un accident, autour de moi, il y a toujours eu une équipe. D'abord les pompiers, le SAMU, le milieu hospitalier, le centre de rééducation. Et quand je suis rentré chez moi, mes parents ont créé une association. Donc, il y avait ma famille et mes amis qui ont toujours été à mes côtés pour m'épauler. Et je pense que c'est exactement ça, la Croix-Rouge. C'est toute une équipe solidaire qui vont aider les gens qui en ont besoin. Et moi, j'ai eu besoin à un moment donné dans ma vie et les gens étaient présents. Et merci infiniment. C'est un joli hommage. Et d'ailleurs, vous pouvez vous aussi, bien sûr, tout au long de l'émission, j'ai besoin de vous. Faites des coucous sur le chat, saluez-vous entre régions, envoyez-nous des questions, des réactions. Et je serai votre porte-parole, bien sûr, tout au long de ce rendez-vous pour interpeller celles et ceux qui sont avec nous sur ce plateau. J'ai à mes côtés, je vous l'ai dit, Françoise Fromageau. Françoise, vous êtes déléguée régionale de Bretagne. Alors, très engagée sur toutes les questions avec vos équipes sur le terrain, et notamment sur les questions concernant le lien social. En fait, vous êtes également médecin gériatre, c'est ça? Dans la vraie vie, oui. Dans la vraie vie, oui. Dans la vraie vie, oui. Double vie bien assumée, c'est très bien. Et finalement, la relation à l'autre, ce dont on parle là, le lien social, c'est primordial. Ah bah complètement, je pense qu'on ne peut pas vivre sans lien, c'est ça qui fait notre humanité. Et puis moi, je voulais remercier Philippe d'être là, parce qu'on a un marathon tous les deux à courir, hein, Philippe. Donc merci, mais j'ai un super sportif à côté de moi qui va me coacher pendant 1 heure. Je suis vraiment, vraiment ravie de faire équipe avec toi, Philippe. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le marathon, en vérité, je suis dans le sac à dos sur son dos derrière. Bon, on va y arriver. Ouais, en fait, moi, je ne le branche pas croisant parce que je sais que si jamais je lui demande de me coacher, enfin, déjà, il va me mettre mal tout de suite parce que je vais être essoufflé en 12 secondes. Moi, je suis ravie. Ah oui, très très bien. Oui, moi, je ne fais pas le malin. En 12 secondes, je serai essoufflé. On va avoir l'occasion d'échanger sur tous ces sujets. Vous l'avez vu dans la joie et dans la bonne humeur. C'est aussi ça, le lien. Et c'est ce que vous renvoyez, vous, sur le terrain. Et c'est à chaque fois un hommage que l'on peut vous rendre. Je vais vous donner la parole tout de suite parce qu'en fait, c'est vous qui parlez de cela le mieux. Les bénévoles de l'action sociale, les secouristes, les personnels soignants. Tout le monde a donné son point de vue dans le petit film qui arrive sur ce que veut dire pour vous le lien et prendre soin dans vos missions au quotidien. On vous écoute et on réagit juste après. Regardez. Écouter. Être attentif. Entrer en relation. Ressentir aussi. Créer une relation de confiance. Câliner, bercer, chanter, rigoler. Lire en l'autre. Et je dirais aimer. C'est cette bienveillance, cette patience. On va se mettre à la hauteur de la personne. Moi, je suis très très grande déjà, alors je n'hésite pas à vraiment me mettre assise. Ça passe par les gestes, par les mots, les encouragements. On le soutient, mais il se soutient en fait également. On est dans une relation en fait à deux. C'est en lien direct. Oui, je pense que ça va avec la résilience. S'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de confiance, on ne construit rien. Le fait qu'ils sachent pourquoi ils sont là et ce qu'on leur fait et pourquoi on leur fait, forcément, il y a moins d'anxiété, donc forcément, c'est mieux pour leur guérison. Les personnes qui étaient seules se sont jamais retrouvées aussi seules. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la Croix-Rouge, on a lancé le dispositif de lutte contre l'isolement. Personnellement, je comble ça par le jeu, par l'affection que je peux leur apporter. Et alors on sourit aussi des yeux. Hein. Eh ben on en fait plus. Je suis encore plus souriante, encore plus dynamique. On peut être dans l'imitation, on peut travailler le lien et la relation sur du corporel autrement. Et mais pour le coup, ça a mis en avant aussi qu'on avait vraiment besoin de lien social pour se sentir bien. Et quelle joie de vous entendre aussi spontané. Colette vient de nous rejoindre. Bonjour Colette, vous êtes responsable du dispositif Croix-Rouge sur Roux en Haute-Saône. Je vais avoir quelques questions à vous poser dans quelques instants, mais on est très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau. Françoise, je vous ai vu vous marrer, vous étiez attentive. Qu'est-ce que ça vous dit justement, ces réactions des volontaires? C'est cette force du lien précieux, durable, du lien sur lequel on compte, du lien qui compte pour nous, et puis ce lien aussi qui ne lie pas forcément, mais qui libère, ce lien qui fait grandir, ce lien émancipateur. Et puis je voulais dire quand même aussi que dans le mot résilience, il y a le mot lien. C'est vrai.
Et c'est bien de se le rappeler. Et puisque vous parlez de résilience, on a fait une émission formidable, le premier rendez-vous de cette année avec Boris Cyrulnik. Philippe, on a dit à Boris que vous alliez être l'un de nos prochains invités. Et je voudrais partager avec vous ce que nous a dit Boris Cyrulnik sur vous. Alors, vous imaginez l'hommage en venant de ce bonhomme incroyable. Big boss de la résilience. Permettez-moi de lire mes notes, mais Boris Cyrulnik, il nous dit Philippe Croizon est de ceux qui démontrent comme une aventure stupéfiante que l'on n'est jamais totalement soumis. Je pense que ce goût du dépassement de soi n'est pas étranger à la victoire contre la mort qu'a remporté Philippe. Il a vu la mort, il l'a côtoyée, elle n'a pas pu l'emporter, il a été le plus fort. Exactement. C'est fort. Merci Boris. C'est ça la résilience pour vous en fait. Ouais, la résilience, je pense qu'on l'a exprimé dans cette petite vidéo. On a vu ces smileys, parce que moi, c'est ce qui me marque le plus dans la vidéo, c'est ces sourires. Et même quand ils le disent, les sourires avec les yeux. On avait les masques et il y a le sourire avec les yeux. Et ça, il n'y a rien de plus beau, quoi. Moi, je me lève le matin, le premier truc que je fais, je fais comme tout le monde, je vais faire mon petit pipi. Et après, je passe devant le miroir et je fais bonne journée. Ouais. Voilà, je me fais un petit smiley et je me souhaite une bonne journée. Et je démarre comme ça ma journée. Donc, je pense que la résilience, elle a été, pour moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle a été collective. J'ai eu plusieurs outils de résilience dans ma vie. Plusieurs outils. Il y a eu là d'abord l'humour, qui a été un outil fort. D'abord l'humour qui fait mal, qui pique. Parce qu'on a besoin de faire du mal à ses proches, ceux qu'on aime, on a besoin de leur faire du mal, bizarrement. Ouais. Mais on le fait avec de l'humour. C'est vrai. Et après, il y a eu l'humour, il y a eu la famille, les amis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est outil de résilience extraordinaire. Et le sport qui m'a reconstruit. Ça veut dire que vous puisez justement dans le lien avec les autres des ressources incroyables. La relation aux autres a été décisive certainement dans ce combat. Ah mais complètement. Sans la relation aux autres, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui. Et puis après, quand on a relié les 5 continents, mais ça peut-être qu'on y reviendra, mais quand on a relié les 5 continents à la nage, on a rencontré des populations extraordinaires. Enfin, moi j'ai vu les papous qui voulaient me donner tous leur argent. J'étais sur un marché. Incroyable. Et je dis mais pourquoi vous voulez faire ça? Et je ne suis pas de chez vous, je suis avec mon équipe. Ils m'ont dit ouais mais t'es handicapé, il faut t'aider. C'était assez incroyable quand même. Alors que je suis revenu en France, je suis allé aussi au marché. Bon, bah, c'est pas pareil. Heureusement qu'il y a la Croix-Rouge. Et heureusement qu'il y a la Croix-Rouge, vous allez voir sur les territoires, parce que tout le monde, même en étant à la Croix-Rouge, on ne connaît pas tous, évidemment, ce qui se passe dans les autres départements, les autres régions. On va le faire aujourd'hui. Parmi les illustrations sur le lien, tout ce que vous apportez, on voulait partager avec vous l'initiative de Colette. En fait, l'idée, c'est, dans l'émission au quotidien, prêter attention à l'autre, repérer ses besoins. Et donc, il y a l'initiative Croix-Rouge sur roue. Avant que Colette nous en dise plus, je voudrais vous proposer ces quelques images pour vous parler du fonctionnement. Colette nous débriefe juste après. Regardez. Une aide alimentaire jusque dans les petits villages. La sauce tomate, le café. Grâce au dispositif Croix-Rouge sur roue, les bénévoles assurent des distributions itinérantes. À Aizet et Richecourt, en Haute-Saône, le camion est de passage tous les 15 jours. On a de la macédoine de légumes, ils ont le chocolat pour le matin. Ça nous aide quand même au moins pour nourrir les enfants, quoi, parce que nous, les parents, on peut encore arriver à se débrouiller. De la nourriture, mais aussi des échanges avec les bénévoles. Un moment qui fait du bien au moral. Le camion distribue des produits gratuits et juste à côté, on vend des produits frais à très bas prix. Vous voulez des yaourts? Le dispositif fait face à une demande en augmentation avec 30% de bénéficiaires en plus en un an. 140 familles sont inscrites sur l'ensemble du département et avec le Covid, davantage de jeunes sans emploi. J'ai des rendez-vous pour l'emploi pour du boulot, mais bon, c'est pas simple. Surtout en pleine campagne dans le secteur, il faut faire beaucoup de kilomètres pour avoir un boulot, quoi. Ce jour-là, deuxième étape, le village de Jusset. Ici, 9 familles seulement sont bénéficiaires, mais faire la route jusqu'à eux est nécessaire. Ils sont beaucoup plus isolés, ils n'ont pas les transports en commun. Si nous on n'est pas là, je crois qu'il n'y a personne d'autre pour les aider. C'est juste génial. C'était lancé en 2011. Maintenant, c'est déployé dans 41. Il y a 41 dispositifs en France. Vous couvrez aujourd'hui 6 secteurs en Haute-Saône. Vous venez en aide à 200 familles. Et c'est souvent, finalement, on l'a dit, la première rencontre avec la Croix-Rouge française. Vous allez à leur rencontre sur le territoire. Comment est-ce que vous les abordez, ces gens-là ? Eh bien, il a bien fallu aller vers eux, puisque eux étaient isolés des centres où il y avait des associations caritatives. Oui. Donc, une étude nous a très vite montré que nous devions faire l'inverse, aller à leur rencontre. Et c'est pas forcément évident de tomber tout de suite sur la personne qui est en demande de quelque chose. Donc, c'est avec l'aide des assistantes sociales que nous avons pu vraiment coopter les familles qui avaient besoin de nous. Parce que à la campagne,
on est réservé, on est pudique, on n'ose pas, Bien sûr. on a peur du qu'en dira-t-on. Ouais. Et puis aussi, on arrive pour certains à de la résignation, se résigner à accepter sa vie avec ses difficultés, savoir qu'on va se priver de tout un tas de choses. Ce que vous nous dites là, c'est vraiment l'illustration du lien. Vous ne le faites pas seul parce que les assistantes sociales vous en ont parlé, d'autres personnes sont intervenues. Et d'ailleurs, juste une réflexion, en fait, vous apportez de l'aide alimentaire, des vêtements, enfin, il y a ce lien, mais en fait, ce qui est plus important, c'est presque une excuse, le matériel. C'est surtout que vous recréez du lien, en fait, vous êtes une présence rompre humaine. l'isolement, c'est essentiel dans les campagnes, parce que ça semble un peu paradoxal, mais finalement, dans les campagnes, il y a des clivages. Ils se sentent quelquefois, voire même rejetés, parce que on ne mélange pas les catégories sociales. On a encore des habitudes qui sont pas partout, mais enfin, il y a un ressenti ils se sentent quelquefois marginalisés, ne pas participer aux activités des personnes âgées, des clubs, des différentes choses, parce qu'on propose bien même de financer la petite quote-part, mais ils n'osent pas y aller. Il y a un truc important, il y a un gros travail de fait, notamment sur les aides sociales. Quand on est éloigné, on est souvent éloigné aussi de tout, on est éloigné de l'information, parfois même des outils informatiques. C'est vrai que l'administration n'est pas très simple chez nous, donc on n'y pompe rien à toutes les paperasses, des trucs à remplir. Et finalement, vous êtes là aussi pour faire ce lien avec leurs droits et leur rappeler qu'ils ont finalement ces droits et vous les aider à les obtenir. Oui, d'ailleurs, puisque lors des premiers entretiens, on a accordé énormément d'importance à l'accueil, à l'écoute, pour essayer de détecter leurs besoins, parce qu'il y a ce qu'ils disent, ce que l'on découvre, mais il y a aussi ce qu'ils n'osent pas exprimer. Bien sûr. Pas parce qu'ils sont stigmatisés par leur situation. Donc nous, on a la charge de les orienter, de les conseiller pour accéder à leurs droits ou rétablir leurs droits, parce que les démarches sont compliquées. Mais on ne fait pas les choses à leur place. Voilà. Oui, et on est tout à fait d'accord, et c'est bien parce que vous les responsabilisez. Est-ce que on vous avez vu oui. Est-ce que vous avez vu les besoins changer et évoluer en quelques années? Est-ce que d'ailleurs ça a pu faire aussi évoluer le dispositif et les autres territoires? Ah oui, de toute façon, au fil des ans, on découvre notre capacité à apporter davantage, finalement. Parce qu'au début, on y va avec de l'alimentation, mais au fil des contacts, on essaie de créer du lien entre eux, du lien avec nous. Et il faut savoir aussi qu'on apporte une aide. On essaie de ne pas hiérarchiser notre position. Oui. Voilà, ce que je qualifierais de vertical. Nous, on sait, je le vois à l'horizontale. On est tous sur le même niveau. On a tous des problèmes. Ils sont différents les uns des autres, mais il faut surtout rester très proches pour les aider de façon efficiente et efficace, quoi. J'ai appris en préparant cette émission avec vous, il y a plus de 31% de demandes en fait depuis la crise Covid, et donc évidemment beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont été malades ou ont perdu un proche, etc. J'ai vu aussi que finalement, dans cette grande précarité, dans tout ce qui arrive, ça a permis à d'autres acteurs de vous suivre. C'est-à-dire que finalement, les mairies se sont dit, ah ben tiens, si la Croix-Rouge fait ça, on va peut-être nous se mobiliser, vous prêter des salles. Enfin, vous avez emmené d'autres acteurs qui vous ont suivi. Oui, de toute façon, dès le début, on avait mis au point ce système qui semblait absolument indispensable pour un bon fonctionnement, c'est-à-dire allier deux actions. Donc nous allons dans les mairies, ils mettent une salle à notre disposition. Alors dans le camion équipé en épicerie, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on fait la distribution des produits que l'on appelle les produits européens, qui sont une dotation européenne à toutes les associations caritatives. Mais en plus, nous avons créé un deuxième service qui plaît énormément finalement, c'est-à-dire qu'on fait comme les forains. On vient avec nos cajots de fruits, de légumes, nos containers réfrigérés avec des produits laitiers, des charcuteries. C'est le petit marché. Voilà, le petit marché. Ces produits proviennent de la banque alimentaire qui a fait de la ramasse dans les magasins. Oui. Et nous, dans les salles qui nous sont prêtées gracieusement par les mairies, on étale toutes nos petites affaires. Et puis là, nos bénéficiaires viennent choisir, acheter, ils paient un prix symbolique, 20 centimes, 50 centimes. Et c'est l'excuse pour discuter, évidemment. Voilà, et là on crée un climat convivial, chaleureux, ça facilite drôlement l'ambiance, ça agrémente l'ambiance de la distribution, et puis aussi l'entraide entre eux, voilà.
Et là, ils supportent mieux leur isolement. Là, on entre dans la résilience parce qu'ils s'entraident, ils se filent des tuyaux, des recettes de cuisine, tout un tas de choses. Tous ces trucs-là sont juste top. Et je vais vous demander votre réaction dans un instant. Mais il y a autre chose. C'est que finalement, aller vers les gens, ça pourrait être finalement leur apporter de l'aide, finalement leur disant ne bougez plus, on vient. Donc en gros, les gens pourraient rester chez eux, s'isoler, etc. Non. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que vous travaillez aussi sur la mobilité avec du transport partagé, avec des bons d'essence également, pour qu'ils puissent aussi sortir de là et aller vers l'ailleurs, en fait. Parce qu'à la campagne, le problème pas essentiel, si essentiel, c'est la mobilité. En fait, on s'en aperçoit très vite parce que soit ils n'ont pas de voiture, il y a des personnes âgées, soit ils ont une voiture mais elle n'est pas en état de marcher, elle ne passe pas au contrôle, soit ils n'ont pas d'essence pour mettre dedans. Donc, et pas de transport en commun. Alors, c'est terrible. Les jeunes qui sont à la recherche de travail, pour aller chez le médecin, pour emmener les enfants chez un spécialiste ou faire du sport, il y a d'énormes problèmes de mobilité. Et en fait, vous arrivez à résoudre ça. Je vous ai vu réagir, Françoise. C'est chouette, on retient beaucoup de choses de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'innovation, elle vient du terrain. Oui. Que la question de la proximité, elle est essentielle. Et puis, je trouve que ce camion, il crée un rendez-vous, une attente, une promesse d'horizon nouveau, un élan, un désir, et le fait aussi, finalement, de permettre que les personnes sortent aussi et aillent voir ailleurs et se mobilisent. C'est extrêmement intéressant. Oui, c'est le rendez-vous de la semaine, en fait. Évidemment. C'est une fenêtre aussi sur le fameux lien social. Philippe, cette notion d'horizontalité, c'est important finalement pour créer le lien. C'est hyper important, mais surtout ce qui m'a marqué, ce que j'ai entendu, c'est le monde rural. On sait que c'est un monde difficile. Et dans l'éducation, demander un coup de main, c'est un moment de déshonneur. Dans notre éducation, c'est un moment de déshonneur. Et moi, dans mon parcours de vie, excusez-moi de faire ce rapprochement, mais dans mon parcours de vie, j'ai compris à un moment donné que je pouvais demander un coup de main aux gens. Bien sûr. Et que demander un coup de main, je le vivais comme un moment de partage. Plus comme un moment de déshonneur, mais le vivre comme un moment de partage. Et c'est grâce à tous ces moments de partage que j'ai pu changer ma vie. Parce que, honnêtement, j'ai vécu pendant 10 ans sous le seuil de pauvreté. J'étais une personne handicapée, donc je vivais sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, je vis du fruit de mon travail parce que j'ai osé demander un coup de main aux gens. Et c'est grâce à ce coup de main que j'ai pu m'en sortir. Il faut oser. Donc, il est là. Il faut oser. Exactement. On change le regard aussi sur la personne qu'on accompagne. Exactement. Parce que c'est ça aussi la question. Oui, changer le regard, ça veut dire ne pas regarder avec pitié. On est d'accord. Voilà. Comme une personne à part entière. Philippe, absolument pas. Le truc le plus horrible, c'est certainement au début quand on disait « Oh mon pauvre », enfin, vous étiez l'handicapé avec plein de guillemets, mais en fait, alors qu'en fait, vous n'êtes pas ça du tout. Mon pauvre de quoi? Alors surtout, le truc qui me rend dingue, c'est que les gens, même encore aujourd'hui, je croise des gens, ils me disent « Allez, bon courage ». Ah non. Je dis « Non mais excusez-moi, je le distribue ». Donc, donc tout va bien. Non mais c'est vrai. Bon courage à vous. Mais c'est terrible de souhaiter bon courage à quelqu'un qui est dans la difficulté. Moi, je le ressens comme ça. Et surtout, arrêtons de dire bon courage. Cette expression ne veut rien dire. C'est une maladie française. Elle est condescendante. C'est hypocrite et condescendant. C'est la vérité des mots. Oui, c'est vrai. Et le fameux aller vers, parce que c'est ce qu'on apprend là, c'est ce que vous faites, Philippe, en allant vers les autres. D'ailleurs, vous êtes un type tellement généreux que quand vous voyez dans plein de causes, vous allez voir les gens, parce que justement, vous allez d'abord partager, sans tabou, sans langue de bois, c'est ce que j'adore chez vous. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de langue de bois, il y a beaucoup d'autodérision. Mais aller vers l'autre, créer ce lien, c'est finalement leur montrer que tout est possible. Mais vous créez le lien quand d'autres n'osent pas le faire. Ouais, enfin, je sais pas, moi, c'est dans ma nature. Enfin, on m'a aidé quand j'en ai eu besoin, dans mon parcours de vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut le rendre. Et puis, il n'y a rien de plus riche. Il n'y a rien de plus riche que le partage, que ce que vous faites, madame. Mais c'est juste extraordinaire. Et vous aussi, en Bretagne. Donc, ouais, je pense que ça nous apporte une richesse intérieure. C'est pas de se dire, je suis plus heureux en allant me coucher le soir, quoi. Je me sens bien. J'ai fait quelque chose de ma journée. Je me sens heureux. On reçoit énormément. On croit qu'on a l'impression qu'on donne, mais on reçoit énormément. C'est un truc de fou, quoi. Moi, quand je fais les gamins ou quand je fais les conférences dans les entreprises, plus les enfants, je reçois énormément. Ouais. Parce que vous pourriez rester, entre guillemets, l'assisté qui se dit tout le monde s'occupe de moi, on s'occupe de moi de A à Z, etc. Le coq en pâte, voilà, mais non seulement c'est pas dans votre nature. Et c'est pas la nature des gens non plus. Non, mais bien sûr. En vérité, c'est pas la nature des gens, c'est ce qu'on nous vend, en vérité. Oui, c'est faux. On nous vend, surtout les politiques nous vendent des gens, disent oui, alors eux ils font plus rien, c'est des assistés, c'est des machins. N'est-ce pas? On est d'accord. On nous vend ce produit-là, alors que non. Les gens ont envie de se battre, ont envie de s'en sortir et ont envie de vivre du fruit de leur travail. Donc voilà, je pense que je m'arrête là parce que sinon je m'en C'est à nous de les orienter. C'est à nous de les orienter. Alors, pas tout le monde à la fois. Colette, mais j'adore. C'est un joyeux bordel sur le plateau. Vous entendez, tout le monde parle à la fois. C'est le café du commerce. Et comme ça, on rouvert hier, on a rouvert notre café du commerce. Colette.
par rapport à ce que nous dit Philippe. Oui, je disais, c'est à nous de les orienter parce qu'en fait, il ne faut pas se lamenter avec eux. Ça ne sert à rien, non. C'est les dévaloriser, dégrader. Françoise ? Je suis complètement d'accord. Je veux dire, grandissons ensemble. Ça nous fait grandir tous les jours. Moi, depuis que je suis à la Croix-Rouge, je fais presque la Tour Eiffel, pas loin. Ah, c'est vrai? Je vous assure. Mais c'est très bien. Et moi, pas du tout. C'est pas trop tard, Nicolas. Alors, tiens, est-ce que ça vous dit de traverser un jour la Manche à la nage toutes les deux? Parce qu'en fait... tous les trois. Oui. Ah ben oui, parce que, non mais Philippe, ouais. j'ai vu un reportage de dingue, vous trouverez ça évidemment sur les réseaux, mais Philippe a accompagné les adolescents, il faut nous en dire un mot, dans le fameux lien, il va vers des gamins en leur disant tu peux y arriver. Alors évidemment non, je peux pas y arriver, enfin je suis chez moi, j'ai vu le dingue Croison qui dit qu'il va faire la Manche et les 5 continents, les machins, il y a que lui qui y croit, mais nous c'est juste pas possible. Et en fait si, parce que non seulement il va les chercher, il leur montre sur le bateau, alors c'est un super coach, mais alors il nous les bouscule, hein, sur le bateau, il va vas-y tu peux y aller, tu peux machin, et en fait c'est un moteur incroyable, cette histoire elle est dingue. Racontez-nous un mot là-dessus. Ouais, c'était mes 10 ans de la traversée de la Manche à la nage. Et j'ai créé une académie qui s'appelle l'Académie Philippe Croison à Vichy, où j'ai plein de petits gamins qui sont handicapés et qui rêvent d'aller aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Oui. Là, on en a une qui vient d'avoir une médaille de bronze au championnat du monde. Donc Super. on est très heureux. Et je leur dis, voilà, c'est mes 10 ans de la traversée. Et mes petits gamins, 15-16 ans, ils disent, oh, on fait un truc ensemble. Et je dis, ben, on va aller dans la Manche. Et on a fait Cap Griné, Cap Blanc-Nez, les retours, c'est-à-dire 30 km. Ils n'avaient jamais nagé en mer, ils n'avaient nagé que en piscine. Et là, on est parti avec des creux de 2 mètres, il y avait tempête, je les ai mis dans l'eau. Et pour la petite anecdote, celui qui devait faire le dernier relais, il était très fatigué, mais vraiment très fatigué. Et je me mets à l'eau avec lui, je dis continue Polo, continue, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et il a dit non, faut que je retourne au bateau, Philippe. Et j'ai appris qu'il y avait sa petite chérie qui était sur la plage. Et là, il veut s'arrêter, je dis tu sais quoi? Il y a une surprise sur la plage. Il y a ta chérie qui t'attend là-bas. Et là, il a repris une énergie de fou. Il est arrivé sur la plage. On est arrivés tous ensemble avec tous les gamins en même temps sur la plage. On avait fini l'aventure. Ah, mais complètement. Et là, il est tombé dans les pommes. Et on l'a redressé un petit peu. Et ce qui m'a plu le plus, les gamins étaient cuits de chez cuits. Et tous les 4, ils ont tourné la tête vers moi. Ils m'ont dit on fait quoi l'année prochaine, Philippe? Et ça, c'est que du bonheur. Et bravo ça, c'est que de leur instiller ça. Voilà, bon, pas d'angélisme, on est d'accord. Tout ça se passe qu'au début de la relation, au bout de 20 ans de mariage, on s'en fout de la chérie sur la plage. Juste pour saluer l'extraordinaire mobilisation dont vous faites preuve les uns et les autres, et notamment dans cette période incroyable dans tous les sens du terme. Il y a un nouveau numéro, un numéro spécial Covid de Croix-Rouge chez vous, en fait, qui vient de sortir. Vous le voyez à l'écran et vous allez vous y retrouver, d'abord parce que vous allez vous y reconnaître, évidemment, certains d'entre vous, mais surtout, vous allez reconnaître les parcours et l'incroyable travail que vous avez fait. Je suis un citoyen admiratif, évidemment, et au nom de tous les citoyens, je dois vous le dire et vous remercier. Quelques chiffres que j'ai notés dans ce numéro spécial. Vous êtes plus de 15 000 bénévoles mobilisés sur le terrain pour le dépistage, la vaccination, les actions sociales ou en établissement. Autre chiffre, c'est plus de 3 millions d'heures de bénévolat réalisées au plan national dans les premiers mois de la crise. Et merci, parce que vous étiez l'un des seuls à pouvoir le faire aussi rapidement avec vos savoir-faire et puis votre bel état d'esprit. Et environ 500 000 personnes accompagnées dans vos centres de vaccination depuis le début de l'année. Bravo. Et surtout, lisez ce numéro spécial qui vous rend hommage, parce que c'est vraiment un hommage pour chacun d'entre vous. Il sera disponible dès cette semaine sur Internet, en version papier aussi bientôt pour tout le monde. On a appris que l'isolation pendant cette crise, en fait, c'est pas l'apanage des milieux ruraux et que finalement, c'est un peu partout. On l'a vu en milieu urbain également. Et la réponse de la Croix-Rouge, en fait, c'est un dispositif lancé une semaine après le premier confinement, ultra réactif à la Croix-Rouge. C'est l'occasion de vous dire merci. Et puis, vous allez voir à travers ces images ce grand merci dans ce zapping. Et puis l'occasion pour moi, en votre nom, de remercier Colette, d'être une femme exceptionnelle, d'être très élégante, d'avoir choisi une veste aux couleurs de mes chaussettes. Et je trouve ça très bien. Je l'ai fait exprès, je savais, je m'étais renseignée. Je savais que vous auriez des chaussettes rouges. Très bien. Et je signale à Colette que je suis célibataire. Et je vois que ces petits mots me touchent beaucoup. On se verra tout à l'heure en coulisses. Voici le zapping qui vous rend hommage. Merci Colette, et à votre place on accueille Romain. Ce joli dispositif Croix-Rouge chez vous, vraiment bravo, et c'était une manière à travers ce zapping de vous rendre hommage. Ils en ont profité, ils sont pas du tout l'esprit d'équipe qui bat sur le plateau, ils m'en ont collé une, voilà, en disant que j'avais dit isolation à la place d'isolement, mais mesdames et messieurs, je suis journaliste, donc je parle mal, et donc voilà, et en effet, bien sûr, j'aurais dû parler d'isolement, n'hésitez pas, je suis là pour être le punching ball. On accueille Romain, qui est sur le bateau. Bonjour Romain. Bonjour. Romain Besse, directeur des relais parentaux du 44 en Loire-Atlantique.
On l'a vu alors, encore plus pendant la crise, mais le reste de l'année, parents, ça s'apprend pas. Parents, on le découvre au fur et à mesure avec les enfants, etc. Et puis, on vous demande pas d'être des surhumains, on nous montre des vidéos et des pubs où normalement les parents sont formidables, tout le monde patient, tout le monde regarde ses cheveux. Enfin, on est tous pareils. Quand on est parents, il y a des moments, on en a marre, on est fatigué, on peut plus, parce qu'on a aussi ces problèmes de femmes et d'hommes. Et c'est là où la Croix-Rouge intervient avec une chouette initiative justement de ces relais parentaux. Et l'idée là-dessus, c'est justement de comprendre un peu ce que vous faites. Quelques chiffres pour bien comprendre. Il y en a une dizaine seulement, donc 5 Croix-Rouges françaises, des structures qui sont des lieux de répit, ouverts 24 heures sur 24 pour confier ses enfants librement et ponctuellement. Qui mieux qu'une maman pour en parler? C'est Dounia qui a accepté de vous en parler, de témoigner là-dessus. Elle est maman de 3 enfants, célibataire. Elle confie ses enfants au relais parental La Passerelle 92. C'est à Gennevilliers et certains week-ends, elle a besoin de se ressourcer. C'est pour ça qu'elle a besoin de ce relais. Et vous allez l'entendre tout de suite. Tout le monde y trouve son compte. Et pareil, sans jugement, on en parle sans tabou, sans langue de bois. Écoutez-la. Merci Dounia d'avoir accepté de témoigner et je voudrais juste dire derrière ce merci, Dounia est une maman comme les autres, qui représente tous les parents comme les autres, les papas, les mamans, tous les gens qui à un moment ou un autre ont besoin de souffler. Romain, comme Dounia, si à un moment ou un autre j'ai besoin de souffler, ça veut dire que vous êtes ce joli relais. Derrière le mot relais, il y a quelque chose littéralement de très joli. C'est ça, c'est une belle idée, c'est une très très belle idée, les relais parentaux. C'est proposé pour tous les parents, et comme vous le disiez très justement au début, les parents sont avant tout des hommes et des femmes, et ils ont des enfants, et les hommes et les femmes, il y a des moments où ça va bien dans la vie, il y a des moments où ça va moins bien, et quand ça va moins bien, eh bien il faut pouvoir compter justement sur, dans un premier temps, famille, proches autour, puis quand on n'a pas ces réseaux-là, eh bien il y a le relais parental qui n'est pas une simple crèche ou un simple système de garde, c'est beaucoup plus. Non, c'est plus que ça, effectivement. La crèche ou les autres systèmes de garde, ils sont utilisés quand les parents vont travailler, quand ils ont besoin de sortir, classiquement, babysitter, etc. Mais là, c'est autre chose. Ce que viennent chercher les familles auprès du relais parental, c'est de pouvoir dépasser une difficulté. Un moment où ça va pas bien dans la famille, où c'est compliqué à la maison, avec les enfants, avec le conjoint. Plein de raisons qui font que dans la vie des hommes et des femmes c'est difficile et il y a besoin de le dépasser. Pour le dépasser, ils viennent trouver le relais parental. Ça fonctionne comment? Il y a un financement, c'est ça, des collectivités locales et une participation des parents? C'est ça. Alors il y a une participation des parents et c'est aussi un engagement des conseils départementaux qui financent les relais parentaux dans le cadre de la protection de l'enfance. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est financé dans le cadre de la protection de l'enfance pour faire de la prévention. Et c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a évolué, c'est-à-dire qu'on ne se contente plus juste de réparer les pots cassés, mais on va au-delà, on évite qu'ils se brisent en fait. Les caméras d'M6 sont venues il y a quelque temps dans ce relais à Argenteuil et on y découvre en fait le fonctionnement, vous allez le voir en image, parce que les parents de Tyrone avaient besoin eux aussi de prendre du temps et Tyrone a profité du relais. Regardez, on en parle juste après. Quel joli reportage qui nous montre un peu cette vie, parce qu'il y a beaucoup de vie. La Croix-Rouge a d'ailleurs mené une mesure d'impact social sur les relais parentaux. Et il en est ressorti que l'épuisement était l'élément déclencheur. Mais les familles ne le disaient pas spontanément, elles avaient du mal à le reconnaître. C'est vrai que c'est tabou de dire qu'on est épuisé, et pourtant c'est tellement naturel, et pourtant tout le monde a le droit d'être épuisé une fois dans sa vie. C'est ça. Ou plusieurs fois. Exactement. En fait, quand on est parent... on a l'impression que, voilà, ça y est, on a eu un enfant, mais comme vous le disiez au début, être parent, ça s'apprend, il faut du temps, il faut découvrir ça, c'est un chemin qui est long, et en même temps, on avance aussi dans la vie, on va connaître plein d'événements qui vont se produire, auxquels on n'était pas préparé, et parfois, quand on se sent dépassé, c'est là où je crois qu'il faut évoluer, il ne faut pas hésiter à venir chercher de l'aide le plus tôt possible. Évidemment. En fait, il faut la connaître pour ça. Françoise, vous qui connaissez tous les publics en tant que bénévole, mais aussi à travers votre profession de médecin gériatre, on a le droit... pédiatre, gériatre. Gériatre, hein, c'est ce que j'ai dit. Non, mais je dis, c'est les enfants. Oui, c'est ça. Mais en plus, voilà, pour tous les âges. Mais finalement, on a le droit de dire qu'on est épuisé. On ne demande pas aux gens, je vais demander à Philippe dans un instant, mais on ne demande pas aux gens d'être surhumains. On a le droit de dire que j'ai pas envie, je sais plus, j'en peux plus. On a le droit. Mais bien sûr qu'on a le droit. Et heureusement qu'il y a la Croix-Rouge qui c'est vraiment ce tiers de confiance. Comment, je dirais, à qui peut-on confier les personnes qu'on aime le plus? Ses enfants. Donc je veux dire, cette confiance, elle passe aussi par la confiance retrouvée des parents.
Et l'idée aussi de reconstruire un projet, de pouvoir se projeter alors qu'on a le nez un peu dans le guidon, mais se redonner un peu d'espoir, un peu d'espérance. Et puis je crois aussi partager une responsabilité qui est celle de prendre soin des personnes les plus vulnérables, que ce soit les personnes âgées, pour revenir à mon métier, et que ce soit les enfants, évidemment. Philippe Croizon a aussi le droit d'en avoir marre à un moment ou un autre, d'être épuisé, parce que finalement, quand on a basculé dans, mais quand on a basculé dans l'image d'Épinal du super-héros, du super recordman, de tout, voilà, il y a ça, évidemment, et c'est vrai, Philippe est un super-héros, recordman, etc. Mais Philippe est un homme comme tous les autres, qui est souvent épuisé, qui a parfois envie de tout envoyer paître. Ah oui, et puis qui pleure souvent, parce que dans mes aventures, on m'appelle la chialeuse, parce que j'ai les larmes qui viennent facilement, mais je veux rebondir à ce que je viens de voir là, parce que ça me provoque de l'émotion. Oui. Et vous dire bravo, parce que quand j'ai eu mon accident, mon petit bébé, il est né 2 mois après mon accident. Quand je suis sorti du coma, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi, et j'avais un petit garçon déjà de 7 ans. Alors imaginez pour la maman, il fallait qu'elle s'occupe de ces deux petits garçons, et il y avait un traumatisme dans la famille. Son mari qu'elle avait épousé, qui avait des bras et des jambes, n'avait plus de bras et plus de jambes. Et quand je suis rentré, en plus je suis rentré dans une phase un peu gros con, tout m'était dû, c'est moi qui ai eu un accident, vous allez m'écouter. Et je pense que s'il y avait eu comment dirais-je... Le relais. Le relais, exactement. S'il y avait eu le relais à cette époque-là et que si elle avait peut-être pu y aller, au moins mettre les enfants, qu'elles puissent se reposer, et voilà, je pense que ça aurait peut-être sauvé notre couple. Mais j'en sais rien, je ne vais pas refaire l'histoire, mais si ça avait existé, je pense qu'on aurait fait appel à vous. Ouais. Donc, bravo. Et merci de le rappeler ici parce que c'est essentiel. Comment est-ce qu'on arrive à créer une relation de confiance avec ses parents qui viennent parfois en n'osant pas trop peut-être pousser la porte? Comment on fait cette relation? Comment on la crée? Alors, c'est une question de posture, bien évidemment. Déjà, ne pas juger au départ, entendre ce qu'ils ont à dire, prendre ce qu'ils ont à dire comme ils peuvent le dire, aller les chercher là où ils sont. C'est vraiment ça l'important au départ, d'écouter, de rassurer. C'est tout le travail que font les équipes sur les relais au quotidien, et c'est sur les premières visites, c'est les attentions qu'on peut y apporter, c'est la délicatesse dans l'écoute que l'on peut avoir, et c'est les considérer comme... Leur expliquer que ce qui peut se passer, c'est normal en fait d'être dépassé, parce que être parent, c'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement difficile. La société, parfois, on aurait tendance à penser que c'est l'inverse, que voilà, et puis en plus, la société est très exigeante en ce moment envers les parents. Il y a plein de choses qui sont demandées. Il faut être un super parent, il faut être parfait, il faut répondre à tout, et en plus de ça, il faut être performant au travail, etc. Et tout ça, c'est épuisant. Et tout le monde, en général, a des ressources autour, et parfois pas toujours. Philippe ? Ouais, je me pose une question, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des parents qui ont des enfants en situation de handicap qui sont très très fatigués. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui beaucoup de choses sur les aidants. Est-ce que votre structure va évoluer dans ce sens-là, d'aider ces parents-là qui ont besoin de souffler, mais vraiment très très fort? Ça, c'est une vraie question. C'est quelque chose qui nous préoccupe depuis plus longtemps, qui me préoccupe personnellement, qui préoccupe les équipes. On mène tout un travail actuellement justement pour favoriser l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Parfois, c'est compliqué quand c'est des handicaps vraiment très ancrés au niveau du comportement ou de la déficience, mais on ne dit jamais non. De toute façon, au prime abord, on essaye, on regarde, on évalue, et après, on vient dire, bon, ben voilà, on va pouvoir l'accueillir 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais on le fait, et parfois il y a aussi de belles surprises, ça peut fonctionner, ça fonctionne d'ailleurs quand on prend le temps, quand les parents ne sont pas complètement épuisés, et ont le temps justement à nous accorder, à créer cette confiance, à créer ce lien-là, à ce qu'on puisse mettre tout en œuvre pour rassurer cet enfant dans ce lieu-là, on le fait et ça marche. Quelqu'un nous fait une remarque, et merci pour celles et ceux qui commentent sur les réseaux, sur le chat, c'est un bonheur de vous lire. Je reprends une remarque, quelqu'un nous parle de la bienveillance sans jugement et de la prévention. Il y a de la prévention, mais parfois vous intervenez aussi en réparation? Alors, parfois, quand on arrive un peu tard, oui, effectivement, on va être plus dans la réparation, et quand c'est vraiment trop tard, on va être dans l'accompagnement vers autre chose. C'est-à-dire que le relais parental, ça fonctionne quand le parent peut être acteur, déjà, quand il a conscience de ça, et puis on regarde aussi l'enfant. Où est-ce qu'il en est? Et du coup, il y a des moments où il y a besoin d'une aide plus importante, et là, on va faire un travail d'accompagnement vers des mesures de protection. C'est pas forcément un échec, c'est juste qu'il faut une action plus intensive de façon à ce que cet enfant puisse lui ensuite rebondir et garder toutes ses chances. Vous faites partie des aidants et des accompagnants si importants, que ce soit dans la maladie, dans la vie quotidienne, dans les problèmes que l'on peut traverser les uns et les autres. Françoise, c'est essentiel de faire participer finalement les personnes que l'on accompagne. On sait que les parents peuvent avoir une petite participation financière, on les implique évidemment. C'est quoi le bon équilibre entre l'aidant et la personne accompagnée ?
C'est compliqué de répondre à cette question parce que chaque situation est une situation extrêmement particulière. Je crois que l'un des prérequis à la participation, c'est vraiment la confiance partagée. C'est-à-dire, c'est faire en sorte de restaurer cette estime de soi, c'est de travailler sur la culpabilité et c'est de faire rentrer aussi, on a parlé des enfants handicapés, toutes ces questions dans le droit commun. Donc je pense que là, il y a vraiment sur les aidants, heureusement qu'ils sont là parce que je dirais dans la cohésion, dans l'accompagnement des personnes vulnérables, que ce soit des aidants naturels, des aidants professionnels, je crois qu'ils contribuent à faire en sorte que toutes ces personnes trouvent leur place au mieux dans la société. Et c'est l'occasion de saluer évidemment le travail formidable des aidants et des accompagnants dont on ne parle jamais. Ils sont estimés à plus de 11 millions en France. Et l'occasion, Philippe, de saluer ici une aidante incroyable. C'est votre compagne, c'est Susanna. Derrière chaque grand homme, il y a une femme encore plus immense. C'est Susanna qui est une aidante incroyable, qui a écrit un livre d'ailleurs là-dessus, qui est bouleversante. Qui s'appelle Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme. C'est ça. Où j'en prends plein ma tête dans le bouquin, mais c'est un beau livre. Oui, et d'ailleurs, vous avez témoigné, on a eu l'occasion récemment de vous interviewer là-dessus avec mes équipes, mais vous avez témoigné en disant, c'est en lisant le livre de Susanna que je me suis rendu compte en fait du rôle qu'elle avait vraiment dans ma vie. Je ne me rendais pas compte, moi, Philippe Croizon, de ce que faisait ma compagne, c'est ça? Exactement, exactement. Heureusement qu'il y a eu ce livre, parce qu'on était sur une pente un petit peu descendante. Et le fait de lire ce qu'elle avait subi, enfin ce qu'elle avait vécu à mes côtés, elle est tombée amoureuse de moi, elle ne se rendait pas compte qu'elle allait devenir aidante et que s'occuper d'un gros bébé, on a 5 enfants, on est papy et mamie 2 fois et le plus gros bébé de la famille, c'est moi. C'est vrai. Donc il faut s'en occuper en permanence. Donc ce livre a été salvateur. Ouais. Et vous êtes le gros bébé qui n'a pas le caractère le plus simple, certainement. Non, là, je suis jovial, mais en vérité, je suis un tortionnaire. Oui, c'est ça. Non, mais c'est la question de la réalité du lien, la matérialisation du lien. C'est-à-dire d'avoir pu mettre ça avec des mots. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et ça impose cette juste distance et cette prise de recul qui est extrêmement importante Et aussi. derrière les mots et derrière le lien, il y a la question de la communication. On en parle tout de suite. Merci beaucoup, Romain. Votre place accueille Aude, parce qu'on va parler ensemble de communication alternative améliorée et d'une plateforme en particulier de polyhandicap à Clairefontaine, près de Fontainebleau. C'est notre prochaine séquence. C'est un outil qui permet de faire des choix à un enfant qui est incapable physiquement de désigner. Donc ça permet de découvrir déjà le lien de cause à effet au départ, après le plaisir de jouer, après la possibilité de faire un choix et ensuite d'aller vers de la communication avec des pictogrammes, des photos, etc. On n'imaginait pas avoir des résultats aussi vite et aussi forts avec des enfants comme Théo. Ouais, tu es d'accord avec moi. Et ça a changé sa vie parce qu'il a découvert des jeux auxquels il ne pouvait pas accéder. Il a un grand frère, il voudrait faire comme son grand frère des jeux vidéo. Et avec ça, je pense qu'il a la sensation d'être acteur comme son frère dans des jeux. Et Aude nous a rejoint pendant ce temps. Bonjour Aude. Alors, vous êtes coordinatrice scolaire et communication alternative et améliorée, la plateforme polyhandicap de Clairefontaine. Comment est-ce que vous expliquez à un enfant de 8 ans ce que c'est la communication alternative améliorée? Alors, ça ne s'explique pas forcément, ça se vit en fait. c'est se mettre à la portée de l'autre et venir lui apporter les moyens de communiquer, de compenser cette absence de parole, parce que même quand on ne parle pas, on a plein de choses à dire. Et c'est lui apporter les outils, vraiment être en relation pour comprendre ce qui va l'aider. Et puis vraiment, oui, l'écouter. C'est vraiment une approche relationnelle plus qu'un apprentissage à la base. Parce que vous accueillez, vous, une soixantaine de jeunes polyhandicapés de 3 à 20 ans qui ne peuvent pas communiquer par la parole. Vous et vos équipes, vous avez mis en place justement la CAA, communication alternative améliorée. C'est ça. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre façon de communiquer? C'est une vraie révolution? Totalement. Ça a changé la place du jeune, de l'enfant. Ça sort de l'objet de soin. On n'est plus juste dans des priorités médicales. On ramène de la vie, du sujet. On vient lui demander ce qu'il a envie de faire, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Et rien que ça, je peux vous jurer que ça change une vie. Bien sûr. Avoir la possibilité à 6 ans d'un seul coup de dire non,
j'ai pas envie de ton truc, laisse-moi tranquille. C'est une possibilité qu'on a tous au quotidien. Eux, quand ça arrive dans leur vie, oui, c'est une révolution et une belle victoire. Et d'ailleurs, la Croix-Rouge française a mené une mesure d'impact social qui a bien démontré tout cela et comment ça leur a permis finalement de faire des choix, d'être un peu plus acteurs de leur vie. C'est ça en fait le vrai résumé. Oui, alors du coup, ça fait 3 ans qu'on développe énormément la communication auprès de tous les jeunes dans les établissements Croix-Rouge. Et ça a permis de montrer qu'effectivement, quand on y croit, quand on se dit que si c'est possible et qu'on va au-delà des barrières du visible, ils ont tous des capacités, quelles qu'elles soient, quel que soit le niveau de communiquer. Et ça ouvre des portes. Chez nous, ça leur a ouvert la porte de la scolarisation dans une classe adaptée. Donc ça nous permet de travailler en lien avec l'éducation nationale, d'être moins dans la subjectivité et vraiment d'être au plus juste de ce que l'enfant veut, peut, et le remettre dans une place d'enfant, de jeune, avec d'autres priorités qui deviennent de l'ordre du normal, l'école, les activités. Grâce aux nouvelles technologies aussi. Alors ça aide beaucoup, effectivement. Ça permet une facilité de déplacement parce que se trimballer avec un classeur épais comme ça, rempli de pictos, c'est pas évident, c'est pas accessible à tous. Donc c'est vrai que les tablettes avec les synthèses vocales qui vont condenser tout ça et faire un retour audio en direct, ça met une barrière en moins, c'est plus facile, ça peut faire des allers-retours plus facilement dans tous les endroits, y compris la famille, bien sûr. Ça a ouvert une porte incroyable, la porte pour dire oui ou non. Et déjà, c'est énorme. Apprendre à dire oui et non, c'est aussi ce que vous faites. Ouais. Ils savent souvent le faire à la base. Hein. Oui, aussi. Ça, parce que... Voilà. Mais c'est ça. La base, c'est qu'ils s'expriment tous corporellement, de toute façon. Donc c'est là où on doit vraiment être au plus juste relationnellement, c'est vraiment les prendre en compte. Après, le fait comme on le voyait là sur la commande oculaire, d'avoir un retour audio direct, effectivement, le fait de regarder le oui et d'entendre le retour, ça a un intérêt pour eux, c'est jubilatoire quelque part. Et j'imagine que pour les parents, ça va être extraordinaire de voir leurs enfants s'exprimer et aussi finalement de créer un lien qui manquait. Alors, le lien, il est déjà là. Oui, mais ce lien communicatif, j'allais dire, en plus. Souvent, les parents nous disent, en tout premier lieu, on n'a pas besoin de ça, nous, on les comprend. D'accord. On les connaît, on les comprend. Et c'est vrai qu'ils ont une justesse dans l'interprétation de ce que renvoie leur enfant. C'est eux les mieux placés pour les connaître. Donc ça, c'est vrai. Après, quand petit à petit, ils se rendent compte que ça permet à leur enfant de demander des choses qu'ils n'auraient pas pensé. Si dans la pièce il n'y a pas de coca et que le petit a envie d'un coca, qu'il puisse l'exprimer, là oui, ils se disent ah oui, ça c'est nouveau. Oui. Et puis tout ce que ça ouvre, le fait de pouvoir faire des jeux, le fait de pouvoir apprendre, ça oui, ça c'est quelque chose de nouveau pour les familles et ça peut être que réjouissant. De l'importance de donner la parole à ceux qui ont du mal à se faire entendre ou qui ne savent pas. François, c'est ce que vous faites certainement en gériatrie pour les personnes âgées. Vous avez testé des choses nouvelles, par exemple ? Les invisibles et les sans-voix. Oui. Je dirais comment, quelque part, d'abord on a envie de susciter l'échange. Je pense que ça c'est déjà extrêmement important et qu'on est en capacité de répondre d'ailleurs à ce qui est demandé. Et chez les personnes âgées, surtout avec des troubles cognitifs, la question de la communication non verbale, elle est extrêmement importante. Il y a des techniques ou des nouvelles technologies. Oui, bien sûr, les pictos, pareil, de la même manière. Et puis, on l'a vu dans la crise Covid, l'appétence en tout cas des personnes au numérique, cette espèce de liberté de voir ces petits-enfants en Skype. Je crois que là aussi, il y a eu vraiment une adaptation, en tout cas même des personnes les plus précaires, les plus vulnérables, aux nouvelles technologies avec cette force du lien. Philippe, vous des outils qui vous simplifient la vie ou vous avez essayé des trucs délirants, des nouvelles technologies, je sais pas Oui, ça s'appelle Susanna. Pardon, c'était une boutade, effectivement. C'est un bel hommage, finalement. Effectivement. Non, mais ce que j'entends, c'est effectivement, c'est de dire à des enfants qui sont capables autrement. Ouais. Voilà, qui sont capables autrement. Ce sont d'abord des personnalités, c'est d'abord quelqu'un, avant d'être l'enfant en situation de handicap, auquel peut-être on l'a montré en permanence, et que cet enfant-là, il dit oh, grâce à la technologie, grâce au système D, grâce au coup de main,
je peux communiquer, donc ça veut dire que je ne suis pas forcément cette personne handicapée qu'on a voulu me vendre depuis que je suis né, quoi. Et je suis capable autrement. Et ça, c'est hyper important. C'est ce que j'aime vraiment au plus profond de moi-même. Ouais. C'est de dire, je ne suis pas une personne handicapée. Je suis une personne capable autrement. Et ça, c'est fort. C'est le premier outil. Hein. C'est l'aidant, le professionnel, celui qui accompagne le jeune. C'est le premier outil de communication, c'est croire que si. Qu'il y a un possible. Et c'est la base, la communication, c'est la base du lien dans la relation et de tout le champ qui s'ouvre derrière. Et on l'entend bien et vous l'illustrez bien, Françoise, pour C'est terminer. l'école de la citoyenneté. Oui. Et je pense que c'est aussi une vraie motivation pour faire évoluer les pratiques professionnelles. Je crois que là, il y a vraiment un champ qui est extrêmement intéressant, qui redonne du sens d'ailleurs à tous ces métiers de soins et d'accompagnement. Merci beaucoup Aude d'être venu témoigner de cela et à travers vous, merci à celles et ceux qui sont dans votre démarche et qui vous accompagnent. Vraiment, on est super fiers et très heureux de découvrir et en tout cas de les saluer ici. Cette relation, ce lien, en fait, ça s'apprend. Et on va voir comment ça s'apprend parce que on n'est tous pas équipés de la même manière pour ça. Certains sont plus fermés, d'autres parfois trop ouverts. Et comment est-ce qu'on arrive à créer ce lien, cette relation? On va en parler avec Jessica Monerville qui est avec nous. Bonjour Jessica, vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends. Super, merci Jessica d'être avec nous. Vous êtes formatrice en soins infirmiers à l'Institut de Mantes-la-Jolie. Vous avez, vous travaillez justement sur ces formations pour apprendre. En gros, ma question naïve et ma question en fait de béotien, ça s'apprend la relation à l'autre? Alors, oui, ça s'apprend. Alors déjà, je pense qu'il y a quand même un fond, parce que quand qu'on choisit ce métier de soignant et qu'on rentre dans cette institution Croix-Rouge, c'est qu'on a déjà un fond et qu'on a l'envie d'aider l'autre et l'envie d'approcher l'autre. Maintenant, bien entendu, il y a quelques techniques. Les soins infirmiers notamment, parce que moi je suis formatrice en soins infirmiers, mais même auprès d'autres, les autres filières de soins, c'est la même chose. Il y a une compétence du soignant qui est centrée sur le soin relationnel. Et le soin relationnel, c'est l'essentiel du métier, comme vous l'avez justement dit jusqu'à maintenant. C'est vraiment l'essentiel. Hein. On ne peut pas faire un soin sans la relation à l'autre, sans l'attention à l'autre, comme vous l'avez vraiment justement dit tout au long de cette émission. Et donc, on va leur donner des petits outils, on va les accompagner. On travaille notamment en termes de simulation, où on les met dans des situations où ils vont jouer un rôle et puis on va débriefer derrière, voir comment ils ont réagi face à cette manière de faire, à ce langage, qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans cette approche auprès de la personne soignée. Donc oui, on essaie de leur apprendre comme ça. Et ça s'apprend notamment dans les nombreux instituts de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française sur tout le territoire. Et cet apprentissage passe par les valeurs et les principes finalement de la Croix-Rouge. On est là dans le lien. C'est aussi important d'ailleurs, vous le disiez, que l'acte technique du soin pour guérir. Est-ce que apprendre des valeurs finalement, ça se met en effet dans un programme d'apprentissage? Est-ce que tout le monde est capable d'ailleurs d'apprendre ça? Vous pouvez m'en coller une en me disant que c'est une sale question de journaliste, mais c'est une question naïve. C'est pas simple, effectivement. Ça rejoint les valeurs du soin. Donc, on a, comme je vous disais, on a peut-être un fond. Maintenant, ça se développe. Et les formations, et nous, on est là pour les accompagner, justement, en tant que formateurs, pour accompagner ce petit fond qui est en eux et les faire progresser pour ensuite pouvoir accompagner les personnes soignées. Donc, on travaille beaucoup sur les valeurs de la Croix-Rouge, puisque de toute façon, quand ils arrivent déjà en première année, notamment pour les infirmiers, on évoque avec eux les valeurs de la Croix-Rouge. Ils savent aussi pourquoi ils sont rentrés dans cette institution. On fait participer aussi les unités locales auprès d'eux, parce qu'on ne s'arrête pas qu'aux soins en soi, aux soins infirmiers, aux soins. On va aussi au-delà, parce que par derrière, on a aussi des étudiants qui s'engagent, qui participent, qui font des maraudes, qui participent avec l'unité locale du coin, etc. Donc, voilà, c'est... Et ça se... Oui. Tout au long des 3 ans, finalement, on distille un peu ces valeurs. Et puis, je dirais qu'on est aussi, nous, porteurs de ces valeurs, puisqu'on est professionnels de la Croix-Rouge, c'est pas pour rien non plus. Donc, on les porte, ces valeurs. Et on les porte au quotidien dans ce qu'on apporte aux apprenants. Et quelle est la valeur ajoutée, selon vous, de la Croix-Rouge, finalement, à ce cursus de formation? Est-ce que ça donne un sens supplémentaire ou un sens différent? Oui, moi, je pense que ça donne un sens supplémentaire, puisqu'il y a justement ce côté engagement, ce côté lien, ce côté aller vers l'autre, qui est encore plus fort, je pense, quand on est dans un centre Croix-Rouge. En plus de ce lien
du soignant naturel, mais il y a ce côté, voilà, Croix-Rouge, engagement associatif, aide aux familles qu'on peut soutenir, aux personnes soignées et à l'extérieur, aux aidants, à l'entourage. Voilà, c'est beaucoup plus global. Et je pense qu'ils sont fiers de porter la Croix-Rouge quand ils sont dans nos instituts. Et puis, on l'a même vu d'ailleurs, hein, ils se sont engagés dans cette crise Covid. Bien sûr. Voilà, on a donné les chiffres tout à l'heure qui étaient en effet importants. Merci beaucoup Jessica, à vous et à toutes celles et ceux qui vous accompagnent, notamment pour transmettre cela. C'est important, et notamment de former ces étudiants. Vous me permettrez, alors une question, mais alors super impertinente, mais on doit avoir le même âge, de 41 ans, je pense tous les deux. Françoise, juste un truc, on l'apprend à des étudiants maintenant, mais l'étudiante en médecine que vous étiez à l'époque, on vous apprenait ces choses-là? Pas du tout, pas de cette manière-là. Parce qu'on reproche aux médecins souvent justement de ne pas être très simple, parfois de ne pas être très sympa, de ne pas savoir faire, etc. Là, on est en train de voir que les générations sont en train de l'apprendre, mais est-ce que votre génération, finalement, n'est pas passée à côté? Moi, ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. J'ai choisi la gériatrie, j'ai choisi les soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie, parce qu'on est dans la sincérité des moments de l'échange. Oui. Et je pense que par rapport à ce que tu disais, Jessica, c'est aussi la rencontre avec la personne que l'on aide, que l'on accompagne, que l'on soigne, qui nous construisent, nous soignons. Évidemment. Et ça s'apprend aussi tous les jours au contact des autres. Philippe, vous avez un très bon ou un très mauvais souvenir avec des soignants? Oui, il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Il y a quoi? Il y a forcément les deux. Quand on est 2 ans en milieu hospitalier, il y a les bons moments où ma chambre était devenue la réunion syndicale de tous les personnels, les infirmières, les aides-soignantes, tout le monde venait dans ma chambre pour faire des réunions. Avec le Tché Croison. Exactement, exactement. Et après, il y a ceux qui malheureusement font ce métier et qui n'ont pas la vocation, en vérité, qui ne l'ont pas au fond d'eux, qui ne l'ont pas ancré au fond d'eux. Bien sûr. Et il n'y a pas cette notion d'apprentissage du côté psycho. Et c'est vrai que j'ai le souvenir d'une aide-soignante un jour qui est rentrée dans ma chambre, je voulais aller aux toilettes, je voulais faire la grosse commission, et elle a dit il fallait que ça tombe sur moi. Et je suis tombé au 36e sous-sol, je suis tombé d'une vitesse incroyable. Je suis tombé, et je lui ai demandé de partir, de quitter ma chambre. Donc, vous voyez, il y a les deux, mais en général, la majeure partie, mais vraiment, je dirais à 99,99%, ça se passe super bien, quoi. C'est du partage. Merci Philippe. Non, mais c'est vrai. C'est bien évidemment de le souligner. Et puis sans angélisme, c'est bien aussi de souligner qu'il y a des améliorations à faire pour certains. L'occasion de remercier Jessica qui était avec nous pour ce témoignage. Merci infiniment d'avoir témoigné avec nous ce matin. Et merci encore une fois de faire progresser les nouvelles générations dans ce sens au nom des patients ou des futurs patients. Merci Jessica, à vous et à vos équipes. On se dirige lentement vers la fin de cette émission. On pourrait passer 14 heures avec chacune et chacun d'entre vous. On serait même pas rassasiés. Moi le premier, mais on apprend la frustration. On a parlé là du lien. Le lien, c'est oser faire un pas. Depuis tout à l'heure, on parle de aller vers. Donc, oser aller vers. Philippe Croison, en plus d'être le barge qu'on se dit depuis tout à l'heure, avec tous ces exploits, ces machins, il y a un truc que j'adore, c'est que quand on a un rêve, en fait, il faut se donner les moyens. Et en fait, vous avez contacté Elon Musk. Elon Musk, qui lui, en fait, a la fameuse fusée SpaceX, etc. Et un jour, vous lui avez écrit en disant Elon Musk, si un jour il y a une place, je vais bien en être. Voilà. Et c'est vrai, vous avez fait ça? Oui, j'ai fait ça. Je lui ai envoyé j'ai fait un petit tweet. Je dis Elon, voilà, je m'appelle Philippe Croison, j'ai pas de bras, pas de jambes. Envoyez-moi dans l'espace. Et le gars, il a 55 millions de followers. Et bizarrement, il me répond, il dit écoute Philippe, dès que la navette est prête, je t'envoie. Et je dis mes messages privés sont ouverts, continue à m'écrire. Et depuis, on échange. Et au mois de septembre, on va à Cap Canaveral pour voir comment on peut envoyer un mec dans l'espace qui n'a pas de bras et pas de jambes. C'est pas vrai. Avec un casque, parce que sinon, j'aurai plein de bosses partout. Mais, donc voilà, encore une fois, c'est vrai que tout est possible à celui qui ose. Donc il faut oser aller vers l'autre, oser demander un coup de main et oser le vivre ensemble, parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. C'est un exemple incroyable. Moi, j'ai hâte de voir une bande dessinée. Philippe Croison marcher sur la Lune, enfin tout ça. Pas marcher, non, peut-être ramper. Mais c'est parce que vous avez des super prothèses aujourd'hui, donc c'est l'occasion. Et en fait, alors sky is the limit, mais là c'est même au-delà du sky. Juste vous nous montrer que tout est possible. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, et en fait c'est on a plus de chances d'obtenir ce que l'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. Et c'est pas parce qu'on est volontaire à la Croix-Rouge, on dit bah ouais on fait du bien, c'est quand même vachement bien, donc on mérite. Non, si tu demandes pas, tu n'as pas. On a plus de chances d'obtenir ce que l'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. Philippe Croison a demandé, il a juste pris le risque qu'on lui dise oui.
eh ben, le risque était mesuré, puisqu'Elon Musk est aussi barge que Philippe Croizon, il a dit oui. Exactement. Donc ça, c'est aussi le lien important. Si on résume, Françoise, le lien social, c'est au cœur des actions de la Croix-Rouge. C'est ça, finalement, la clé de la résilience, pour revenir à notre fil rouge? Oui, je crois qu'il y a 3 choses. La première chose, c'est que de faire en sorte de créer cette veille solidaire de proximité. Moi, je crois beaucoup à ça et d'être diffuseur d'humanité. Je crois que là, il y a vraiment, en tout cas pour nous, bénévoles, acteurs de la Croix-Rouge, volontaires, salariés, quelque chose autour de cette question-là. Le deuxième point, c'est qu'ensemble, on puisse construire une société de l'engagement et du partage. Oui. Et moi, j'ai envie de dire à tous les bénévoles qui nous écoutent, faites en sorte, mes copains bénévoles, que vos actions au quotidien, en proximité, ayez conscience qu'elles peuvent changer le monde. Là, je paraphrase un peu Henri Dunant. Oui, mais c'est bien. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est aussi ça, cette espérance autour de l'engagement citoyen. Et puis la dernière chose, c'est autour des personnes qu'on accompagne. Sachons effectivement à la fois les accompagner, puis à la fois les accueillir en tant que bénévoles dans nos structures. Sachons les accueillir dans nos formations. Et puis le dernier mot, ça sera aussi pour la jeunesse, une jeunesse qui est aujourd'hui en souffrance. Sachons aujourd'hui, en tout cas à la Croix-Rouge, accueillir leur formidable envie d'agir. Moi, c'est le message que je voulais lancer aujourd'hui. Et merci de le dire avec d'aussi jolis mots et de le faire aussi bien. C'est un bonheur d'être avec vous, François, aussi un bonheur d'être avec Philippe. Philippe, le mot de la fin, c'est quoi? Il y a eu beaucoup d'émotions sur ce plateau et vous êtes une personnalité incroyable, vraiment. Mais au-delà de ça, vous êtes tellement sensible et tellement spontané que vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup d'autodérision. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de cette rencontre? Alors déjà, d'une, je vous remercie. Merci pour votre invitation parce que j'étais ignorant. Mais vraiment, j'étais ignorant de tout... Putain, pardon. Oui, bon, voilà, ça m'a échappé. J'ai appris plein de trucs pendant cette émission. Je ne savais pas que la Croix-Rouge faisait tout ça. J'étais ignorant. Franchement, pour moi, la Croix-Rouge, c'est ce que je vois de temps en temps un petit peu à la télévision, 2, 3 trucs, mais pas tout ça, quoi. Donc ça, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et juste, on a fait une petite vidéo avec mon amie Charlotte Duno. On a une petite web-série qui s'appelle Rencontre du troisième type. Vous tapez sur YouTube Philippe Croizon, Rencontre du troisième type. Et on a fait une petite vidéo pour la Croix-Rouge qui sera diffusée demain sur les réseaux. Génial. Donc attention parce que nos petites vidéos, elles sont un petit peu pinçantes, mais je pense qu'il faut pincer avec de l'humour pour faire réagir les gens. Donc aujourd'hui, c'est la journée du tronc, je crois, c'est ça, hein? Oui. Journée nationale de la Croix-Rouge française. On lance les journées, je vais en parler dans un instant. C'est ça. Vous savez, c'est le moment où les bénévoles vont avec un tronc faire la quête. Voilà. Un peu, voilà. Donc ils peuvent mettre une petite poignée dans le dos. Donc, ouais, l'homme tronc. L'homme tronc. Voilà, je sais, la vanne n'est pas terrible, mais... On peut mettre la carte bancaire maintenant aussi. On va évoluer, attention. Hein. Regardez la petite vidéo demain qui va être mise en ligne. Je pense que vous allez rigoler, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On va regarder la vidéo et il y a juste un truc. Et Philippe Croizon, il y a quelques jours, était à 2 doigts de lancer une cagnotte parce qu'il y a un truc dans le handicap qu'il ne peut plus supporter, c'est les cheveux. Donc en fait, autant les bras, les jambes, il ne demande rien. Mais alors pour les cheveux, il veut des implants, c'est ça? C'est ça, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a fait une vidéo avec Charlotte, justement, en faisant une blague là-dessus. Et il y a 2 laboratoires qui m'ont écrit en me disant mais si on veut mettre vos implants, on va vous mettre des implants et tout ça. Je dis non mais c'est une vanne, quoi, rassurez-vous. et je te remercie d'avoir dit que j'étais à 2 doigts de faire une cagnotte. Mais... oui, c'est ça, exactement. Et puis de toute façon, ça vous irait super mal les cheveux, donc il faut surtout pas essayer. Et je voudrais, et comme Philippe le disait, en fait tout ça, on a pu vous le dire aussi parce que en coulisses, il y a des équipes formidables, vous sur le terrain, les volontaires, les bénévoles. Et puis permettez-moi de remercier celles et ceux qui permettent aussi ce rendez-vous mensuel. Merci à Laurent, à Géraldine, à Marine, à Guillaume, à Sébastien, à Monestelle qui est derrière, qui est une complice incroyable, rigolote et barge comme tous ici. Avant de se quitter, on va se retrouver dans quelques semaines ensemble. Je voulais vous rappeler évidemment que samedi, on a un autre rendez-vous de taille avec chacun d'entre vous. Donc ce sont ces fameuses journées nationales. C'est parti pour les 10 jours à venir, à la rencontre en fait de tous les bénéficiaires, mais aussi de toutes les équipes sur le terrain. Vous le savez, l'argent collecté sert à financer les actions à côté de chez vous. Ce que vous financez dans votre région, dans votre département, sert à votre région, à votre département. Donc c'est important de se mobiliser et encore plus cette année, on le sait, il faut beaucoup de l'énergie et de l'énergie, beaucoup pour tenir ces 10 jours donc d'avance. Un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous pour cette mobilisation et j'espère que vous aurez reçu des messages incroyables pour vous booster. Vous savez que Philippe Croizon est aussi avec vous et puis
Vous avez, si vous ne l'avez pas encore vu à la télé, je vais vous présenter pour terminer la campagne des Journées nationales. On va se quitter sur ces images. On se retrouve nous le 30 juin. Je voulais moi vous remercier parce que l'ancien petit bénévole de la Croix-Rouge de l'Aveyron, et je salue mes antennes Occitanie et Aveyron, je voulais vous remercier parce que c'est un énorme plaisir d'apprendre et de partager avec vous. Je repars un peu moins bête à chaque fois, il y a du boulot, hein. Mais voilà, dans 15 ans je serai vraiment nickel, je pense. Donc merci pour ça, merci pour être celui que vous êtes, Philippe Croizon. Merci Françoise. Merci à vous Nicolas, merci à toi Philippe. Merci. Et merci de ce que nous sommes tous ensemble avec vous les volontaires. Un truc, hein, ne soyez pas sages, ça ne sert à rien. À bientôt. Après cette incroyable explosion, les bénévoles de la Croix-Rouge sont engagés à Beyrouth. Auprès des mais la tempête Alex a été l'une des plus destructrices. Heureusement, nos équipes ont été rapides. Incendie dans le sud de la France, la Croix-Rouge intervient sur le terrain pour venir soutenir l'action. Nous agissons au cœur des crises mondiales. Comme en bas de chez vous. Pendant les Journées nationales, aidez votre Croix-Rouge locale à continuer ses actions.